On se représente pas qu'on va faire une pub télé, on n'a pas peur, on fait la chose, on se lance et on se dit, on trouvera bien des solutions en fait à un moment donné. Dans des livres, dans de la musique, et sincèrement, des fois, tu vois, j'ai déjà imaginé des contenus sur un morceau de musique. Plein de domaines font des after-movies, je me rends compte que le MMA n'en fait pas. Donc je dis à Arès, non, on en fait un. Bonjour et bienvenue dans Investir le Ring, le podcast qui explore les enjeux business des sports de combat. Je suis Franck, passionné d'arts martiaux. Et dans chaque épisode, je pars à la rencontre des acteurs qui font vivre la discipline. Combattants, dirigeants de salle, sponsors, coachs. Ensemble, on décrypte les parcours et les coulisses du milieu. Allez, place à l'épisode. Salut Tony. Enchanté, bonjour. Merci de me recevoir. Avec plaisir. Ça va bien ? Ouais, parfait, merci. Tony, tu as fondé 14 Agency. C'est une agence de direction artistique, de production de contenu, avec des missions qui ont été réalisées dans les sports de combat. C'est pour ça que je te reçois aujourd'hui, pour comprendre comment les designers, les créateurs artistiques ont leur rôle à jouer dans ce monde-là. Et j'aimerais que tu nous expliques un peu tout ça. Écoute, merci à toi de me recevoir. Alors, effectivement, pour se présenter, c'est un peu une agence créative, donc ça va de la stratégie de marque, soit sur un temps long, ça peut être 6 mois, 1 an, si on nous demande plusieurs activations, ou sur un temps court pour une vidéo en se disant, voilà, on va avoir tel événement, tel produit qui va sortir, qu'est-ce qu'on peut faire, quelle prise de parole. Aujourd'hui, le spectre, il dépend vraiment de l'action de la marque et de ce pourquoi elle nous active. Et on est un peu pluridisciplinaire entre sport, culture et marque un peu plus corpo de temps en temps. Pour revenir juste un cran en arrière, c'est une agence qui a été fondée il y a quelques années. Toi, quel est ton parcours ? Tu as baigné là-dedans depuis longtemps ? Tu as fait d'autres études dans un autre univers ? Non, absolument pas. À l'origine, je suis du droit. J'ai un master 2 en obligations civiles et commerciales Paris 5. Avant, je fais ma formation à Paris 1. Et en gros, 2 choses vont un peu faire que je vais aller vers ça. La première chose, c'est qu'avec mon ami d'enfance, on fait une chaîne YouTube à l'époque où le MMA est pas réglementé en France. On s'inspire d'Ariel Helwani, justement, qui avait MMA Hour à l'époque. Et on interviewe une dizaine, quinzaine de combattants et entraîneurs, journalistes américains qui participent à l'époque à l'UFC. Et au terme de ces 10-15 émissions, on se dit: «Tiens, on va essayer d'avoir un rendez-vous avec Combat Sport». À l'époque, c'était la chaîne qui diffusait le MMA en France, enfin l'UFC. Et on se rêvait d'Ariel Helwani, journaliste, présentateur de MMA. Et en fait, le directeur nous reçoit très gentiment à l'époque et nous explique que le MMA, c'est pas réglementé, c'est pas légal en France, que la diffusion, c'est une niche, que c'est à 23h, minuit, je sais plus quelle heure c'était, parce que c'était interdit aux moins de 18 ans, et qu'il y a déjà très peu de monde qui travaille dessus, qu'il y a absolument pas de place. Et en fait, parallèlement, au même moment, il y a la mission parlementaire qui a réglementé le MMA, qui est commandée à l'époque par le ministre des Sports. Et c'est Patrick Vignal qui est nommé avec Jacques Grosperrin, le député. Donc c'est un sénateur et un député qui sont en charge de la mission. Et là, on est en quelle année à peu près ? C'est le début de notre podcast, nous, c'était il y a 10 ans. Donc en 2000, pile 10 ans, je crois, si je dis pas de bêtises. Et la mission parlementaire, elle doit commencer en mai d'il y a 10 ans, à peu près, si je dis pas de bêtises. Et à l'époque, en fait, ce qui était très marrant, c'est que nous, on contactait tous les sportifs et les entraîneurs via Twitter aux États-Unis, et ils nous répondaient pour des podcasts qu'on enregistrait sur YouTube en vidéo. Et le député Jacques Vignal me répond et il me dit: très bien, venez, on parle, parce qu'il va y avoir le début de la mission parlementaire. Donc il me reçoit au café de l'Assemblée nationale. Et puis j'arrive avec un espèce de brief de 2 pages pour lui expliquer l'économie, les finances, le droit et l'aspect sportif de ce qu'est le MMA. Et lui venait du monde du judo à Montpellier. Il était député de l'Hérault, de la 9e circonscription, je crois. Et il écoute avec intérêt, il était très, très pragmatique, et puis il voit qu'il y a un intérêt, je pense, pour le MMA en France. Et puis on était de toute façon un des derniers pays à l'époque avec la Suède où c'était pas légal. Et donc il me propose de l'accompagner avec lui sur la mission parlementaire. Et le deuxième truc, c'est que moi je suis du 14e arrondissement, il y a une grosse agence maintenant qui a été fondée par des gens de ma génération à peu près, qui s'appelle Yard,
et eux, ils sont, spécialisés, plus, basket, rap, ils venaient du monde des soirées et donc ils m'ont montré un angle par la musique et par le basket d'impossible pour l'agence et donc en fait, moi, j'avais pas du tout envie de faire, avocat ou de droit et donc au terme de la mission, je refais en fait un second master 2 en qui s'appelle le D2A. C'était, production, distribution et marketing de l'audiovisuel et donc là, je me forme un peu plus sur ce que je fais finalement aujourd'hui. Et quand tu accompagnes, Patrick, Vignal, c'est pendant tes études? C'est une sorte de stage? Tu collaborateur parlementaire? C'est un peu informel? Non, non, c'est très informel, sa fille était, sa collaboratrice, parlementaire à l'époque. Moi, je lui demande, en fait, j'étais intéressé pour participer à la mission. Il me dit: «Bah, très bien, vous m'accompagnerez les mercredis quand on va faire les auditions, liées au monde du MMA». Donc quand il y avait certains acteurs du monde du MMA, parce qu'en fait, il écoutait, les mardis et les mercredis en audition, différents membres, des fédérations. Ça pouvait être pied-point, boxe, taekwondo, pour voir comment, en fait, allait se structurer possiblement le MMA et en faire dans son rapport une recommandation. Donc moi, j'ai pu l'accompagner les mercredis sur toute la partie MMA quand il y avait les auditions. Et toi, dans le cadre de cette mission, tu faisais des analyses, des synthèses? Tu Non, disais j'ai faut participé, simplement plutôt à au début, lui présenter un peu qui était qui dans la sphère du MMA à l'époque et après simplement à l'accompagner, à l'écouter et en fait, il m'a un peu fait de place comme on peut faire à un jeune, qui est curieux et qui a envie de découvrir et d'accompagner. il y a la chaîne, YouTube, il y a cette mission et ensuite, après avoir obtenu ce deuxième master 2, tu travailles en agence? Ou Non, du tout. Je monte justement directement, cette agence parce qu'en fait, on se rend compte à l'époque que pour la partie MMA, en tout cas, on y reviendra, enfin, dans l'activité plus tard, mais on sait pas que ça va être, régularisé. Donc avant le il y a un temps mort, il y a la partie Covid où ça va être, annoncé. Mais si tu veux, à un moment donné, nous, on n'a pas la certitude, du tout, en tout cas pour, notre podcast, de l'époque, que ça va être, légalisé. Donc c'est un truc, complètement de niche. On devait faire, 160 vues sur YouTube à l'époque, à part nos amis et très peu de personnes écoutaient. Donc on met un terme à ça. Moi, je commence mon activité et en fait, avec les premières marques, au bout d'1 an et demi, 1 an, comme ça reste ma passion, ce sport-là, en fait, à chaque fois, j'essaye de même si on a une marque qui est généraliste, par exemple, on a travaillé avec MSI, qui est une marque, d'ordinateurs. On avait fait de la strat pendant 1 an. On leur cherchait des ambassadeurs qui avaient des métiers. Donc, par exemple, on a pris Dominique Busseau, qui est le fondateur et président de Forbes France, du magazine Time, qui est aujourd'hui encore un client. Et en fait, on proposait à chaque fois, donc on a fait par exemple Vincent Crépel, chef, de Top Chef et je me disais: «Mais en fait, il faut qu'on fasse des acteurs du MMA» et donc à l'époque, c'était Fernand Lopez, qui avait, le plus de visibilité en France. On était au moment de Ares 4 à peu près. Donc à cette époque-là, il est à la tête du MMA Factory, il a Ares France et je crois que pendant 6 mois, 1 an, je bataille un petit peu avec MSI en disant: «Bah, prenez-le comme ambassadeur, il a de la visibilité, vous voulez vendre des ordinateurs et aujourd'hui le cœur de cible, dans le MMA, vous prenez, les gens qui aiment ça, c'est, des gens qui vont de 15 à 30-35 ans. Donc c'est exactement le cœur de cible que vous visez». Donc en fait, toujours, j'ai réessayé un petit peu, en travaillant avec des marques, de, refaire des ponts vers le MMA, en fait. et comment tu trouves ces premiers clients, si tu te lances, à ton compte, assez rapidement? Bah, écoute, c'est assez, souvent fait de hasard ou de recommandations. Par exemple, tu vois, Dominique Busson, on le prend comme ambassadeur sur MSI, je pense qu'il nous trouve sympa et en même temps, compétent sur le travail qu'on va faire et il nous propose, de nous prendre, pour Forbes France, son magazine et donc soit en général une marque peut voir le travail que tu as fait et elle s'en saisit et elle apprécie la direction artistique ou des fois tu as des amis qui peuvent te recommander ou autre, tu vois? C'est, Bouche à oreille, du bouche à travail de oreille. qualité et ça déroule. Exactement. 14 agency, parlons-en, plus en détail. Qu'est-ce que vous faites et pour qui? Bah, aujourd'hui, on fait de la stratégie marketing et on fait de la production de contenu. Donc ça peut être de la production de contenu, vidéo, photo, événements. Mmh. Ça dépend vraiment, en fait, de la marque, comment elle va nous activer. Il y en a certaines qui nous demandent de travailler vraiment en amont et d'être sur l'aspect, stratégie et on vient les épauler. Mais il y en a qui ont des services marketing où ils ont déjà pensé les activations et ils viennent te demander, si tu veux, en renfort pour toute la partie production et direction artistique. Donc, nous, on est assez enfin, étant une petite agence, tu vois, dans un écosystème où il y a quand même des grosses boîtes, il faut être assez agile et réactif et on vient se plugger, en fait, de la façon dont on nous le demande. Donc si on nous demande
très en avance, de penser et de participer à toute la conception du projet. On s'en fait un plaisir et de temps en temps, on nous appelle ça nous est déjà arrivé 48 heures d'un projet en nous disant: «Bah, il y a un tournage, on a besoin de vous, est-ce que vous pouvez venir?» Et on pond, une direction artistique, et on fait le tournage, très rapidement et on livre le client dans la foulée. Donc je comprends, il y a 2 choses. Un, la stratégie marketing Exactement, et 2, plutôt la partie uniquement, production. c'est Enfin, ça. uniquement, avec des guillemets, hein, c'est du travail. Je voudrais m'attarder sur la stratégie marketing pour commencer. Ça arrive dans quel cadre? Comment tu réfléchis une stratégie, marketing? Est-ce qu'il y a des briefs clients? Est-ce qu'il y a des réunions? Enfin, comment tu imagines cette stratégie, justement? Ouais, on part toujours, d'un brief client. En fait, on essaie d'avoir le plus d'informations possible. Quels sont leurs besoins actuels, quelles sont leurs cibles, qu'est-ce qu'ils veulent exactement dire, qu'est-ce qu'ils espèrent comme retombées, quelles peuvent être, les activations. Tu vois, par exemple, quand je te parlais d'MSI, bah, eux, ils voulaient, penser, un contenu pour 6 mois avec, pour objectif de vendre des ordinateurs et il fallait savoir à qui ils voulaient s'adresser comme public. Eux, c'était des jeunes entre justement 15 et 30 ans parce que c'était pour le domaine, créatif, leur gamme, parce qu'ils ont plusieurs gammes, d'ordinateurs et donc en fait, tu poses des questions à ton client petit à petit, comme un système d'entonnoir où tu essayes en fait de t'approprier le plus possible leur sujet à eux pour comprendre quelle est leur audience, quel est leur besoin et comment ensuite tu vas pouvoir, positionner leur prise de parole. Et si on l'applique, dans les sports de combat, les marques, elles réfléchissent en termes de valeurs, par exemple, je sais pas, je veux incarner, le courage, je veux incarner, l'adversité. Ça, c'est des valeurs, je pense, qui sont vraiment, liées intrinsèquement au sport de combat. Je pense que toute marque aujourd'hui dans le sport de combat, elle peut s'en saisir de ce dialogue-là. Je pense que c'est plus la façon dont tu veux exprimer par l'image ces valeurs-là. Tu vois, par exemple, on a Metalbox, comme client. Et quand ils me contactent, ils me disent: «Voilà, on a bien aimé ton travail qui a une approche un peu cinématographique» et avec leurs équipes, en fait, à chaque fois, on fait l'effort de faire un travail de référence, eux et nous. On s'envoie, chacun des vidéos d'autres marques qu'on a appréciées, des films ou ça peut être des livres. On se dit: «Tu vois, regarde, il y a ça qui a été fait, dans tel domaine à telle époque. C'est beau, il y a un beau grain pour l'image. Regarde l'histoire qui a été racontée à tel moment, dans Raging Bull», j'en sais rien, par exemple, de Scorsese ou tu vois? On essaye de capter des fois, on se trouve des points communs de discussion avec la marque. On se dit: «Tiens, voilà ce vers quoi on voudrait tendre ensemble» et après on essaye d'y aller le plus possible. Et tu fais des propositions, tu dis: «Moi, j'ai pensé qu'on pourrait faire comme ci, comme ça» et la marque choisit? Est-ce que parfois, elle fait un choix que toi, c'était pas forcément ton 1er choix? Non, alors, on n'est pas du tout dans Mad Men, tu vois, l'époque, où tu peux venir avec, 3 positions, 3 tableaux, visuels et le client va choisir, les 3 propositions Mmh. visuelles. En fait, là, souvent, quand on est avec les marques comme ça, on est au commun enfin, ils nous donnent le pitch, ils nous disent voilà, par exemple, je te donne un exemple, quand on avait fait, la pub, pour, Metal Sport, qui a été diffusée sur Ouais, RMC on va en pour Paris parler. 3 avec Omar. Ils nous disent simplement voilà, on a pris un spot télé, pour RMC avec Omar, on veut faire une pub, il faut qu'on tourne dans 2 semaines et en fait, on va discuter ensemble pour trouver quelque chose qui va plaire aux clients. Moi, mon rôle, c'est de les accompagner, de les conseiller au mieux, et de travailler jusqu'à ce qu'on ait une idée à laquelle on croit ensemble, en fait. On se dit, on pense qu'on a tapé juste. À voir comment on va l'exécuter ensuite, dans la production, parce qu'il y aura d'autres difficultés dans un second temps où, c'est ça qui est intéressant entre la stratégie et la production, c'est que tu imagines des choses en amont et après tu dois résoudre les problèmes, de ce que tu as imaginé, pendant que tu le produis et donc l'idée, en fait, c'est souvent des enfin, avec toutes les marques d'ailleurs, avec tous les clients qu'on a et pas forcément dans le monde du sport, hein, en général. C'est souvent, quelques allers-retours où on se dit: «Voilà, bah, on imagine, telle musique, on imagine telle atmosphère, visuelle, on veut raconter telle chose parce que, c'est lié à tel événement ou à tel sportif et donc il faut qu'on ait telle prise de parole». Mais c'est un vrai dialogue où, en gros, je dois convaincre la marque, mais souvent, en fait, dès le départ, on est plus ou moins, finalement commun parce d'accord, pardon, parce qu'on a une sensibilité commune. Tu parlais des autres univers dans lesquels tu travailles notamment, j'avais noté le un peu de luxe, de la food aussi. Il y a des ponts avec les sports de combat ou ça reste des univers, assez étanches? Non, totalement.
C'est vraiment, je trouve que enfin, c'est pour ça que je veux pas j'ai jamais voulu me spécialiser, 100 dans un domaine, même si on fait beaucoup de sport. C'est que j'estime déjà qu'on doit rester curieux, ne pas avoir d'œillères parce qu'en fait, si tu regardes tout le temps ce qui se fait dans ton domaine, en fait, tu reproduis exactement, ce que font les autres et il y a rien de novateur. C'est intéressant d'aller puiser un petit peu partout et en fait, aujourd'hui, quand tu regardes bien, tous les univers sont poreux. Je peux te citer des exemples où dans la faune, en fait, il y a des ambassadeurs, du foot, du basket, de la boxe, du MMA et en fait, tu te retrouves à faire une émission avec, Action Bronson qui est un rappeur sur Fuck That's Delicious et tu as, Chito Vera, qui est un combattant de MMA qui vient faire avec lui de la cuisine, mais qui aussi est géré pour la marque New Balance ou Aimé Léon Doré et tu te rends compte, bah, que tu as de la fashion, avec Aimé Léon Doré, tu as un combattant de MMA, tu as un rappeur qui est peintre et en fait, tous ces univers peuvent se rencontrer. Il faut juste trouver, en fait, des points d'accroche entre eux pour, essayer de les nouer et de les faire discuter ensemble. OK, je comprends que c'est des univers assez poreux finalement, ça peut Complètement, tu vois? Par tous exemple, à l'époque, pour MSI, ils nous demandent de faire un publi rédactionnel, pour, l'article et la vidéo qu'on avait fait sur Fernand Lopez à la tête de Harès et on avait décidé de le mettre sur, le magazine Forbes. Parce qu'on s'était dit que là, c'était le côté entrepreneur de Fernand Lopez dont on voulait parler, pas coach de MMA, mais à la tête de preneurs, et donc en fait, on s'était dit: «Où est-ce que ce serait pertinent en termes de public qui va lire ça, de faire cet article pour la marque et on s'était dit: «Bah, il faut aller sur le côté entrepreneuriat». Donc en fait, les les gens ne sont pas enfermés parce qu'ils sont dans le domaine du MMA. Ils peuvent avoir plusieurs casquettes, tu vois? Ils peuvent être entraîneurs, ils peuvent être, managers, enfin, il va y avoir, différentes facettes de leur personnalité ou de leur métier. je comprends. C'est qu'est-ce que c'est qu'on vous demande le plus sur ces stratégies, marketing? C'est de faire le plus d'activation possible? C'est de bâtir de la notoriété sur le long terme? Non, aujourd'hui, honnêtement, c'est vraiment de l'activation vidéo. C'est Quand essentiellement faire de la production vidéo qu'on nous demande, heu quand tu dis activation, ça veut dire quoi exactement? en fait, on va te C'est le dire: nombre de «Voilà, j'ai vues? besoin». Pardon? C'est un nombre de vues? C'est un nombre Non, d'abonnés? on nous demande ça, j'ai de la chance, on nous a jamais demandé, un nombre de vues et honnêtement, je le dis toujours aux clients, enfin, faut être honnête, tu ne peux pas garantir à l'avance, du Ouais, nombre de vues. Je vais te donner un exemple, là, on a fait une vidéo avec, Guillaume Pelletier, qui est le manager de Benoît Saint-Denis, le fondateur de la Bulgare Guérin Tap Top Team. Team. On travaille ensemble sur, une vidéo qu'on a appelée Garde à vue, pour faire un peu un résumé de son année, 2025. On avait tous les 2 pour envie que, la vidéo fasse beaucoup de vues et je lui dis: «Guillaume, honnêtement, je pourrais pas te garantir, d'un nombre de vues ou d'un objectif» et il était très conscient de ça. Il me dit tout de suite: «T'inquiète pas, je sais très bien qu'on maîtrise pas à l'avance, le côté viral d'une vidéo». On a eu de la chance, elle a été vue, elle a été appréciée, mais lui et moi, on était très contents des résultats parce qu'on s'était mis un chiffre en tête qu'on espérait. Elle a été plus loin que ce qu'on espérait, donc on en est très content. Mais tu peux pas avoir la garantie, honnêtement de le faire, et ce serait malhonnête de dire à ton client: «Ça va être un banger à l'avance». Tu peux lui garantir de faire tout ce qui est en ton pouvoir pour que lui soit content à livraison du produit et lui dire que tu vas faire toutes les modifications nécessaires sur la vidéo, par exemple, tous les retours, tous les ajustements qu'ils peuvent te demander jusqu'à ce que eux te disent: «OK, on est satisfait, on n'y touche plus, on veut bien, qu'elle sorte et qu'elle soit diffusée». Au-delà de ça, tu peux faire un plan com, tu peux faire, du boost si tu veux, mais, tu maîtrises pas exactement non plus les retombées de la vidéo. Tu peux pas garantir à un client que parce que tu fais, une vidéo dans un domaine, tu vas faire tant de ventes. Mmh. Tu le sais pas à l'avance, faut être honnête. Tu essayes de faire de l'image, de construire une notoriété de marque, de lier les gens, le consommateur à cet univers, qui se reconnaissent dedans, qui s'identifient, qu'il a envie d'y appartenir et de facto d'acheter le produit parce qu'en fait, il aime l'image de la marque Ouais, et c'est qu'il croit il y adhère. au message qu'elle raconte, tu vois? Juste donc pour revenir sur ce terme d'activation, ça veut dire quoi en fait? Ouais, c'est un sombre, mot, de Ah marketing. d'accord. Non, mais ça peut être une activation, si tu veux, ça peut être un événement, ça peut être une activation, ça peut être de la photo, du motion design, de la vidéo. En fait, tout dépend du type de produit que va te commander, en fait, la marque dans ton champ, d'activité. Donc c'est des elle veut des retombées. Tu sais que ce terme est parfois I employé aussi? Non, il y en a qui ont conscience des fois que, il y aura pas nécessairement de retombées, mais c'est nécessaire aujourd'hui de prendre aussi la parole. Tu peux pas ne pas être présent, sur les réseaux sociaux et ne pas avoir ou
de manière physique. Mais quand tu es une marque aujourd'hui, tu es obligé de te positionner quelque part. Selon, il y en a qui ont pas du tout besoin, par exemple, d'être sur TikTok parce que, C'est pas leur cible. c'est pas leur cible, c'est pas des jeunes. Il y en a qui doivent aller sur LinkedIn, il y en a qui doivent faire plus des activations, physiques, hors, digital. Tout dépend en fait de qui est ta base, de clients, mais tu dois exister et prendre la parole à un moment donné. Toi, c'est quel canot que tu investis le plus? Aujourd'hui, c'est Instagram. Instagram? Ouais. Ou Instagram parce que, c'est une plateforme qui sert beaucoup, sur la diffusion. Il y a LinkedIn aussi. On a de la chance de faire un peu de télé aussi, Ouais, on y reviendra. par les demandes des clients, mais aujourd'hui 90 de notre activité, c'est du digital. Je comprends. Sur la partie, production, donc tu filmes, tu fais des vidéos. Comment ça se passe concrètement? Tu as une équipe avec toi de Exactement, j'ai une équipe de freelance avec moi, en gros, où, j'ai constitué mes équipes avec le temps, avec qui je m'entends très bien. Ils sont en fait selon les projets, selon la typologie des demandes, le budget qu'on a et l'ambition, on va constituer l'équipe, tu vois? Et s'équiper d'un réalisateur, motion designer, un beatmaker pour la musique, ça peut être un graphiste, enfin, tout va dépendre du projet, en fait, et l'équipe, elle va être, confectionnée en fonction des moyens et des objectifs. Et toi, tu as un style particulier dans cet univers-là? Tu disais que tu étais apprécié pour ton côté très cinématographique? Non, c'est juste que j'ai baigné dedans, en fait, dans la culture ciné. Mes parents étaient, plus ou moins dedans. Je suis un passionné de cinéma et j'ai été marqué, en fait, si tu veux, je me rends compte aujourd'hui que, par exemple, moi, je suis de 86. Il y a 2 pubs qui m'ont marqué et j'étais jeune. C'était Le Légionnaire avec, Cantona, la pub de Nike, où il reprenait un peu le rôle de Marlon Brando, dans des vestiaires, et l'autre, c'était celle d'Adidas, avec 2 enfants, qui étaient sur, une petite cour et qui appelaient Zidane et Beckham, pour, construire leur équipe de rêve, si tu veux. Et c'est des marques enfin, c'est des pubs qui sont vieilles, mais qui me sont restées. Et elles ont pas été, si tu veux, sur, l'effet d'une mode ou d'un temps de 1 mois ou 2 mois et tu les oublies. Et je me dis, en fait, quand tu réussis ton travail, c'est de pouvoir le re-regarder 2, 3, 4, 5 ans après et de te dire: «Ça va, ça a pas pris un coup de vieux». Et j'essaie toujours de dire aux clients: il faut qu'on colle à l'actualité, mais ne collons pas trop non plus, de sorte à ce que, le contenu, même si je me fais pas d'illusions sur les réseaux sociaux, mais il soit viable encore 6 mois, 8 mois, 1 an après, et que vous puissiez de temps en temps vous en servir, j'en sais rien. Alors ce sera pas forcément pour les réseaux sociaux, ce sera peut-être pour le site internet de la marque, ce sera peut-être sur un stand, sur un forum ou que sais-je, tu vois ce que je veux dire? Mais l'idée de se dire: «On l'a pas utilisé juste pour 2 semaines et au bout de 2 semaines, le contenu était complètement désuet». J'ai l'impression que tu as une culture, ciné et télé assez forte. Ouais. Alors et ça pourrait être paradoxal puisque les sports de combat sont enfin le MMA en France est plus récent. Donc, on pourrait se dire, il nous faut quelque chose, de très très réseaux sociaux, très instantané, alors que toi, tu vas puiser tes inspirations dans des films ou, dans Dans des des livres, dans de la musique, et sincèrement, des fois, tu vois, j'ai déjà imaginé des contenus, sur un morceau de musique, tu vois? J'écoutais du Booba et je me disais: «Tiens, la mélodie là, sur Booba, elle pourrait, enfin, elle collerait parfaitement pour un after movie lié au MMA parce que tu as telle rythmique et à un moment donné, imagine l'entrée du combattant sur ce morceau-là». Et en fait, le cinéma, je trouve que c'est essentiel parce que, bah, enfin, tu prends par exemple Raging Bull, avec De Niro, on en parle encore aujourd'hui et on est en 2026. Le film, il doit avoir, 50 ans ou je sais pas combien exactement, mais si tu veux, c'est des œuvres qui s'inscrivent dans le temps, que tu peux regarder, que tu admires, et il y a toujours les modes, elles sont cycliques. Il y a le noir et blanc qui revient, enfin, tu vois, il y a certains effets qui sont beaux où tu peux aller piocher, en fait, des petites idées, des petits codes à droite, à gauche, en te disant: «Tiens, ça, on peut l'incorporer dedans». Alors il faut, garder les codes, actuels. Par exemple, les réseaux sociaux, faut aller très vite. Tu sais qu'au bout de 10 secondes, tu as un taux de ouais, déperdition de l'attention. Donc, il faut qu'il y ait un rythme, qui n'est pas celui du cinéma. Il faut que tu rentres dedans, plein pot. Et par exemple, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais avec Guillaume Pelletier, bah, on s'était dit: «Il faut que Adel Bencherif, l'acteur, vu qu'on l'a, il faut il soit sur le premier plan». Comme ça, au moins, la personne, quand elle va regarder le contenu, elle va être interpellée, elle va se dire: «Tiens, c'est quoi?» Peut-être que si on avait fait un film avec Guillaume, on n'aurait pas mis dès l'ouverture, en fait, Adel Bencherif, tu vois? Mais donc c'est vraiment un mélange. En fait,
puiser de l'inspiration, sincèrement, c'est dans tout. Ça peut être dans des voyages, de la musique, des livres, des films, peu importe ce qui t'inspire, et ce qui parle à la personne, du moment qu'elle trouve quelque chose qui lui crée une émotion et elle se dit: «Tiens, je peux peut-être l'adapter et la retravailler dans tel domaine». Tu disais que tu regardais qu'au bout de 10 secondes, l'attention des gens était partie. Ça, c'est quelque chose que tu vas regarder quand tu fais du contenu, Instagram et entrer dans une approche plus, quantitative que qualitative? Ou Alors tu as juste envie de rester, artiste et pas de te mettre dans les chiffres et la seconde à laquelle, il y a X, pourcentage de personnes qui sont encore, sur la publication? non, c'est intéressant comme question parce que quand je le crée, j'y pense pas du tout. J'essaye de créer un contenu que j'aurais envie de voir, grosso modo, qui me plairait, auquel moi je serais accroché, auquel j'aurais envie d'assister jusqu'au bout. Tu parles avec, ceux avec qui tu travailles pour essayer d'apporter le plus de rythme dedans possible parce que tu gardes en tête qu'il peut y avoir un certain décrochage et effectivement, par contre, une fois que le contenu est sorti, j'aime bien aller regarder, justement, toutes les données et toutes les métriques auxquelles on peut avoir accès. Après justement, c'est pour ça que c'est tu vois, je dis agence marketing, mais c'est un pan qu'on ne fait pas. Le SEO et SEA, je veux pas en faire parce que, c'est quelque chose de très algorithmique et de très précis aujourd'hui où il faut un autre travail que nous, on est plus sur un pan créatif et ça va de pair avec ce qu'on fait, mais c'est pas mon expertise à moi. Donc j'ai voulu dissocier les choses et ne pas rentrer dedans, mais je m'y intéresse quand même pour regarder justement, pour dire: «Attention, il vaut mieux faire un contenu court, long, tant de secondes», enfin, tu vois? Et d'essayer de le calibrer le plus possible à l'avance et tu regardes forcément un petit peu les résultats, oui, après. Mais c'est l'artistique en premier. Oui, forcément, parce que moi, c'est ce qui me touche le plus, quand je regarde un contenu, c'est, je regarde, le travail d'une marque et je me dis: «Tiens, la vidéo, elle était magnifique parce que la musique était incroyable, le grain de l'image, il était parfait, ah, ils ont été tournés dans tel lieu», tu vois? Donc c'est plus mon point de départ à moi que, de me dire, «Tiens, il y a telle chose qui a marché, je vais la réadapter». Si je rentre un peu plus dans le détail de tes réalisations dans les sports de combat, j'ai noté que tu avais bossé pour, Ares, avec notamment une vidéo de trailer d'Alexis, Nicolas pour le KSW, pour Metal Box. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, comment ça s'est passé ces expériences? Ouais, avec plaisir. Alors, en gros, la toute première fois, en fait, le tout premier projet avec Ares, c'est un after movie. En fait, je me rends compte qu'à l'époque, il y a pas de récap d'événements dans le monde du MMA. Tu peux prendre l'UFC, le PFL ou n'importe quelle organisation. Il y a même 3 ans, ils en font pas. Nous, on en fait avec Forbes. C'est très courant pendant la Fashion Week pour les marques des dizaines de streetwear ou enfin plein de domaines font des after movies. Je me rends compte que le MMA n'en fait pas. Donc je dis à Ares, ben venez, on en fait un. Et le second, là, pour la signature d'Alexis Barbosa, honnêtement, on le doit à Guillaume Pelletier, justement, que ce soit, fait, avec Ares. Parce qu'en fait, à l'origine, Guillaume signe, est le manager de Alexis Barbosa et il me dit: «Ah bah tiens, écoute, finalement, j'ai pitché, à Ares, l'idée de faire le reveal de la signature d'Alexis Nicolas» et de facto, après, il nous dit: «Ah bah, ce sera diffusé aussi sur Canal+ et en salle». Donc en fait, ça, c'est un projet un peu à effet boule de neige où, c'est un peu grâce à la force de persuasion de Guillaume Pelletier qu'on arrive à avoir, ce rendu à la fin où, on a un trailer qui est diffusé en salle et sur Canal+ et sur les réseaux sociaux, en simultané. Pour Metalbox, écoute, c'est vraiment aussi en fonction du projet. Tu vois, là, ils avaient, l'UFC à Paris, 4, le dernier, si je dis pas de bêtises et ils nous disent: «Voilà, on a pris un spot, télé, on va avoir besoin de faire une pub». Donc ils Hem prennent le spot avant même d'avoir, un peu, d'avoir signé la direction artistique avec quelqu'un? Enfin, il ça marche dans ce sens-là? En fait, on travaille depuis 1 an et demi ensemble. On a déjà, 4 projets à la base. On devait en faire une qui s'était pas faite finalement. On savait que l'opportunité reviendrait à un moment donné et ils nous ont dit: «Voilà, bah, écoute, là, il y a l'UFC Paris 4, c'est le moment parfait». Il y a Oumar Sy, qui sponsorise, qui est le combattant, Metal Box, qui va combattre ce soir-là. Donc ça fait sens de faire une pub, si tu veux, avec lui, pour la visibilité et on a déjà travaillé à ce moment-là avec Oumar pour Metal Box. On a déjà travaillé, 3 projets avec, Metalbox, donc je peux avoir, le plaisir de dire qu'ils ont confiance en moi à ce moment-là où Clairement. ils savent que même si on m'active, à 1 mois et demi, on va trouver en face le on connaît le combattant, on connaît la ligue et on connaît le produit. Donc en fait, si tu veux,
et les gens de chez Metalbox sont des passionnés, donc ça vient vite, en fait, dans nos échanges. Il y a pas ce, C'est pas formel, ça se fait naturellement. non, et puis je crois qu'on doit être tous un peu fous parce que si tu veux, des fois, on n'a pas le forcément, comment te dire, l'idée de on se représente pas qu'on va faire une pub télé, on n'a pas peur. En fait, on fait la chose, on se lance et on se dit: «On trouvera bien des solutions», en fait, à un moment donné. Mmh. S'il y a des problèmes, si tu es de bonne composition, que tu es réactif, que tu cherches à régler les problèmes, tu devrais pouvoir les régler. Il peut y avoir des fois des catastrophes, mais logiquement, tu es censé pouvoir le faire. Donc en fait, on s'est pas tous trop posé de questions. Ils nous l'ont demandé, on a dit: «Oui, on le fait, il y a pas de souci», parce que j'étais sûr de moi et de mes équipes et de pouvoir le faire, et on a déroulé. Alors elle est pas parfaite, mais on était tous très contents du résultat final, quoi. Donc elle est diffusée dans la salle? La pub, Metalbox? Ouais, Non, elle était, uniquement sur RMC Sport c'est et là. sur les réseaux sociaux de Metalbox. Et là, tu fais le même produit pour des réseaux sociaux et pour de la télé? Alors non, justement, là, on avait une contrainte de 20 secondes pour, RMC Sport, parce qu'en fait, le spot ne pouvait durer que 20 secondes, et on a pu le faire de 32 secondes sur Instagram. Et les autres réseaux sociaux. Donc en fait, on est parti un peu à l'envers cette fois-ci. C'était une spécificité du projet parce qu'on l'a appris après, la modification du temps, et donc on a regardé sur 30 secondes comment on pouvait recouper 20 secondes tout en gardant une histoire et une cohérence sur, ce qu'il fallait montrer de la publicité. On a été retaillé, si tu veux, dedans pour la raccourcir. Bah, c'est énorme d'enlever, Ouais, 12 c'était du boulot. secondes. Avec le monteur, je remercie mon réalisateur, Asdin, parce que pour le coup, ça, on a pas mal bossé sur le dessus et on a réussi à le faire. Et là, c'était une des premières fois que tu faisais de la télé? C'était la première pub télé. On était très contents de le faire, et la deuxième, ça a été celle, avec, le trailer d'Alexis, Nicolas pour Canal+ et Ares. Il y a des enseignements de la première que tu as pu, transférer sur la 2e? Ouais, oui, oui, bien sûr. Quand tu fais la première, par exemple, on se rend compte que, c'est très bête ce que je vais dire, hein, mais, il y a un format spécifique, pour la télé qui n'est pas celui des réseaux Mmh. sociaux, et il y a des specs, ne serait-ce que, enfin, on te demande des spécificités techniques sur le son. Donc le monteur, à un moment donné, s'est arraché les cheveux à suivre une feuille avec, des points très précis pour, chaque, comment te dire? Réglage sonore pour la musique, la voix. Bah, c'est une des premières infos que j'ai demandé à Ares en disant: «Est-ce que vous pouvez nous dire, les specs que Canal+ vont nous demander?» Et forcément, en fait, tu apprends toujours d'un projet à un autre et tu retiens toujours des choses qui n'ont pas marché, ou que tu aurais pu faire mieux, ou tu aurais pu aller plus vite ou optimiser encore plus, et tu t'obliges, en fait, à les réappliquer sur les projets suivants. C'est pour ça que je te disais, des fois, on se dit: «Bah, on a emmagasiné assez d'expérience. On sait pas exactement à 1000 ce que tu vas faire, mais tu es assez sûr de toi et consciencieux pour te lancer, faire, réadapter très rapidement quand ça va pas, et te dire: "Bon, ben, voilà, prochaine fois, ça, c'est une des choses où il faut avoir, l'information immédiatement pour pouvoir, dérouler très vite"». Et tu as vu un avant-après, ces productions, télévisuelles? Ou enfin, tu sens que tu as gagné énormément en notoriété, Non, entre c'est les pas en termes de notoriété, ouais, c'est plus en termes de crédibilité. Si tu vois, aujourd'hui, on va pas se mentir, la télé, c'est un médium qui est un peu moins, qui est consommé déclinant, ouais. qu'à l'époque. Aujourd'hui, les jeunes, ils sont plus sur téléphone portable, sur les ordinateurs. Là, c'est plus du «prestige», entre guillemets, de se dire, il y a des acteurs, qui nous ont fait confiance pour aller sur un média traditionnel qui est la télévision, où on sait qu'il y a des coûts plus élevés et des enjeux plus élevés, et qu'on l'a fait. Donc c'est en termes de crédibilité sur le travail que tu l'as, et en plus, bon, enfin, si tu veux, l'agence n'est pas créditée, ou enfin n'est pas mentionnée dans une pub télé, donc le commun ne sait pas que c'est toi qui l'as fait. Donc non, en termes d'image, tu t'y gagnes pas, mais en termes de crédibilité, quand toi tu te présentes auprès de marques, ou que tu présentes ton travail, et que tu peux, bah, mentionner, des projets comme ça, effectivement, enfin, ça te crédibilise. Alors même que, comme tu le disais, la télévision est déclinante, donc Oui, mais derrière, tu sais qu'il y a des enjeux. Tu sais que la marque, par exemple, elle a acheté, un certain nombre de spots. Elle a engagé elle achète pas un certain nombre de spots, sur Instagram ou sur, TikTok ou sur Snapchat, tu vois? Donc il y a d'autres enjeux qui sont un peu plus lourds pour une marque pour aller à la télévision, et enfin, après, spécifiquement, tu prends, l'UFC Paris 4, l'audience sur RMC Sport. Je pense que c'est des très belles audiences ce soir-là, parce que même si ça reste un sport de niche, bah, tous les Français vont regarder ce soir-là, enfin, tous les Français qui aiment le MMA et les sports de c'est combat incontournable. vont regarder ça. Donc tu sais que ton spot, va être vu quand tu es une marque. Ça fait sens pour elle, d'y aller.
Je comprends, ce que tu veux dire. Je me demandais aussi, en parlant des marques, elles sont quand même encore, frileuses à aller sur, les sports de combat. Ouais, globalement, elles sont encore, frileuses. Alors les choses, bougent un peu, tu vois? C'était intéressant parce que, bah, tu m'avais contacté il y a 2 semaines pour l'enregistrement du podcast et entre temps, il y a eu la Fashion Week et il y a eu 2 choses que j'ai notées. Il y a eu, Saladin Parnasse qui a été pris en photo avec Jacques Mus, qui avait été assisté à son défilé, tu vois? Et il y a, Patrick Abirora, je sais plus pour, quelle maison de couture, mais il a défilé, le combattant, belge du PFL. Et aujourd'hui que tu as un combattant de MMA qui défile pour une maison de haute couture, je trouve que l'idée est géniale, ça fait totalement sens. Et c'est pas étonnant pour moi. Il devrait en fait y avoir beaucoup plus de cas comme ça que ceux que je te cite. En fait, normalement, je devrais même pas être en mesure de devoir te citer les exemples, tellement pour moi ça fait sens aujourd'hui que, les marques, se servent soit des ligues, soit des combattants pour participer à leur vie de marque, si tu veux. Et ça reste effectivement encore compliqué. Tu vois, par exemple, quand on fait le contenu avec, Guillaume Pelletier, à un moment donné, je lui pitch en rigolant: «Est-ce que tu veux pas qu'on essaye de mettre un sponsor dans la marque, dans la vidéo, pardon, pour qu'une marque apparaisse, que ça nous aide tous à financer, la vidéo?» Et on avait beau avoir une sorte de casting de rêve avec, Benoît Saint-Denis, Adel Ben Cherif, Eddie Les Bons Tuyaux, de En Passant Pécho, ou Marcy, Morgan Charrière et autres. J'ai parlé à 5-6 marques de mon environnement, direct et j'ai eu du mal à les embarquer. Je leur en veux pas, je comprends aujourd'hui leur réticence, mais c'est pas parce que tu assures d'un beau contenu ou d'un beau casting que la marque va nécessairement y aller, tu vois? Aujourd'hui, il y a certaines marques, pardon, qui ont franchi le pas, type Eden Park, qui est, qui habille, Benoît Saint-Denis, mais ça reste des cas encore un peu mineurs. Tu peux pas dire comme dans le basket ou dans le foot ou dans le tennis que, beaucoup de marques investissent, tu vois? Tu as pas encore par exemple, une assurance ou une mutuelle qui est sur les combattants, mais pourtant ça pourrait faire des pubs très drôles. Tu vois? Il y a dans le rugby, on a déjà vu, des mutuelles, qui se saisissent de ce sport-là et de l'univers du rugby pour faire, de l'humour autour du rugby. On n'en a pas encore dans le ça viendra, je suis Mmh. confiant. C'est juste que des fois, c'est un peu frustrant de voir le temps que ça peut prendre pour avancer, même si ça a été très rapide, hein, en France, honnêtement. Mais ça prend un peu de temps pour encore, se dire, les grandes marques traditionnelles n'y vont pas et on peut avoir des petites réticences encore. À un moment, on avait vu les rappeurs qui investissaient les marques de luxe. Peut-être que ce sera un phénomène, similaire qui se passera là. Est-ce qu'il Bah, j'imaginais que ça pourrait être intéressant d'avoir d'un côté un sport, très dur et de l'autre côté une marque, assez, raffinée. Ça pourrait peut-être créer des contrastes, Mais complètement, intéressants. et ce sera inévitable, ça va l'être, c'est sûr, parce que en gros, tu te rends compte que c'est 3 écosystèmes qui sont liés. Le foot, le rap, enfin 4 pardon. Le foot, le rap, la mode et le MMA sont des univers où chacun des acteurs va voir l'autre. Kylian Mbappé avec le PSG avait été au combat de, excuse-moi, de Cédric Doumbé. Tu les combattants de MMA qui sont fans des rappeurs et du foot, Et inversement. qui et inversement. Tu peux, voilà, comme je te l'ai dit, Saladin Parnasse avec Jacques Mus, Patrick Abirora qui défile pour une maison de couture. C'est en fait, les univers aujourd'hui sont liés. Il faut juste dire aux marques, bah, osez parce que en fait, les audiences, elles sont dans le MMA, les jeunes sont dans le MMA. Ça traverse même, la jeunesse parce qu'en fait, chaque combattant, c'est ça qui est intéressant aujourd'hui, a une histoire et en fait, tu te lies à un combattant des fois pour sa personnalité et son histoire. Donc tu auras, un combattant qui va parler à tel type de génération et tu en auras un autre qui va parler à un autre, groupe, tu vois? Et donc tout le monde, en fait, aujourd'hui peut s'intéresser ou, avoir des points d'accroche avec des combattants. J'ai la sensation que la publicité dans les sports de combat, c'est extrêmement lié aux combattants eux-mêmes. Que c'est assez peu qu'il faut des figures qui incarnent. Ouais, Il complètement. faut Bah, des ambassadeurs, aujourd'hui, plus que c'est eux les dans héros de ce sport-là. Tu vois, tu prends même si tu sors du MMA et que tu vas dans la boxe ou dans le jiu-jitsu, en fait, tu as des figures. Tu as Mike Tyson, tu as Rickson Gracie, c'est les acteurs, c'est eux qui font ça et aujourd'hui, en fait, chaque combattant pourrait être relié de facto à une marque pour ses centres d'intérêt. T'en as qui sont passionnés de moto, tu as, qui sont, tr énormément dans le rap, t'en as qui sont, dans la mode de luxe comme tu l'as dit, enfin et tu peux trouver des points d'accroche
entre la marque et le combattant et comment les faire dialoguer pour créer du contenu et en fait, parler à l'audience des 2 et essayer de les faire basculer l'un vers Mmh. l'autre, tu vois? Je crois que c'est Benoît Saint-Denis qui a un partenariat avec une marque de fringues. Ouais, ils ont il a Et Eden Park. c'est ça, c'est Eden Park, ouais. Il a Eden Park et tu vois, c'est intéressant parce que, je pourrais te citer plein de combattants avec des marques différents où je verrais bien leur univers se rencontrer. Parce qu'ils ont, des affinités pour, des loisirs différents. Tu vois? Je te donne un Morgan Charrière, passionné de moto. Je pense bien qu'il y a 1 milliard de marques de moto qui pourraient se dire: «Tiens, on a un combattant qui, adore faire de la moto. Est-ce qu'on peut pas se servir de lui, de sa personnalité pour, faire un contenu autour de la moto?» Tu vois? Heu, il y a en fait, pour peu que tu t'intéresses à qui est qui dans ce sport-là, dans soit parce que tu y viens, par une organisation, tu te dis: «Je connais l'UFC, le PFL, Ares ou Hexagone ou le KSW», ou alors parce que tu connais les équipes ou quoi que ce soit, enfin ou la renommée d'un combattant. Mais ils ont tous une personnalité, en fait, ils ont tous une histoire, une trajectoire de vie qui fait que tu peux les relier aisément à une marque et à la prise de parole d'une marque. Et pour toi, c'est principalement sur des codes assez, masculins? Hem, Tu vois, la moto, par exemple, c'est quelque chose qui peut être associé à quelque chose de masculin, à la vitesse, le danger, l'adrénaline? Ou tu penses que ça peut aller plus loin et Tu peux bien entendu, bah, déjà, il y a toutes les combattantes que tu peux ouais. enfin, elles manquent, cruellement de lumière aujourd'hui ou de la reconnaissance dont elles méritent vraiment. Tu pourrais faire des choses super intéressantes avec elles. Il y a tout un univers où, bah, enfin, c'est bête ce que je veux dire, je pense que c'est des évidences, mais comment est-ce qu'une combattante, j'en sais rien, peut garder sa féminité? Comment est-ce qu'une combattante peut être mère de famille? Enfin, tu peux la relier Mmh. à plein de marques différentes, cette combattante-là et sincèrement, tu parles à tous les combattants, ils sont très équilibrés, pour la majeure partie d'entre eux et c'est pas des brutes, Voilà, assoiffés de sang. Ils ont plein de passions, ils sont curieux de plein de choses et ça va au-delà du côté rugueux, viril, tu vois? Ils sont juste, des hommes avec des passions, il y en a qui sont, des geeks, qui adorent jouer à la PlayStation et à faire des lives. Donc tu pourrais les lier à l'univers du jeu vidéo. Tu pas obligé d'aller dans un domaine, ultra viril. En fait, il faut te servir de justement qui il est et quelles sont ses passions et les raccorder à ça pour pas sonner faux, tu vois? Il faut pas enfin, si quelqu'un n'aime pas la cuisine, tu vas pas le lier, j'en sais rien, à Top Chef ou autre chose, pour faire un contenu food parce qu'il s'en fout complètement de cuisiner. Mais pour peu que lui, il a un domaine qui lui parle, il suffit de le relier avec l'univers d'une marque et là, tu peux créer quelque chose. et toi, tu disais que tu poussais tes clients aussi à regarder de ce point de vue-là, comme tu avais fait avec Fernand Lopez? Ouais, bah, il y a des marques des fois où je leur dis, justement, vu vos univers, tu vois? Moi j'ai un ami qui est le directeur marketing de Wingstop. Eux, aujourd'hui, ils sont énormément dans la street culture, c'est dans la musique, dans la mode, et dans d'autres domaines. Il y a des et dans le côté partage éducation, des jeunes, tu vois? Ils peuvent aller dans des projets sur le foot, comme ça, mais je leur dis: «Bah, pensez-le aussi côté, MMA». Il y a des académies de MMA, où les enfants commencent dès 7, 8, 9 ans et le côté, valeurs martiales, partage, heu, respect, enfin, le côté éducationnel, tu le retrouves aussi, dans ce sport-là. Donc en fait, ça vaut le coup de s'y intéresser et de se dire, qu'on peut investir ce sport-là, et y aller et donner les moyens après aux acteurs de le développer. Parce que si de facto tu fais venir une marque, que ce soit sur une organisation, sur, une équipe, ou un combattant, tu crées une économie, tu leur donnes des moyens de se développer derrière et tu vois, d'avoir de meilleures infrastructures ou, quand tu es combattant, d'avoir de meilleures, possibilités d'entraînement. Enfin, il y a tout un écosystème qui est possible. Et qu'est-ce qu'elles te répondent, les marques, que quand tu leur dis tout ça? Elles te disent: «Non, c'est trop violent, ça me parle pas, c'est trop éloigné», Non, ça, c'était le discours il y a 5, 6 ans. C'est trop violent. Tu Ça, vois une évolution oui, depuis? honnêtement, déjà, ça, on me le dit plus, tu vois? Par exemple, à l'époque de la chaîne YouTube avec mon meilleur ami d'enfance, on me disait, «Le MMA, c'est quoi? C'est le sport dans la cage, là, le truc où les Le gens, ils se free frappent au fight. sol?» Voilà, il te disait le premier truc qui leur venait en tête, c'est la cage et les coups au sol. Ça, maintenant, tu en entends plus parler. Grâce au Benoît Saint-Denis, au Cyril Gann, Cédric Doumbé, Morgan Charrière, il y a un travail d'image qui est fait. Tu vois que c'est des gars qui sont gentils. Enfin, Cyril Gann, son surnom, c'est Bon Gamin. Il est souriant, il est drôle, il danse. Tu te rends compte que, c'est pas des brutes épaisses, en fait. Donc le côté violence a un peu changé. Il y a des marques qui n'y iront jamais, qui te disent: «Voilà, nous, ce domaine-là, effectivement, on n'y va pas. C'est un pas qu'on ne franchit pas», tu le sais, mais c'est parce que c'est dans leur prise de parole, ils ne veulent pas y aller, je peux l'entendre. Il y en a d'autres
des fois, juste, voilà, c'est un écosystème qu'ils connaissent pas forcément et ils ont un peu peur d'y aller et c'est à toi d'essayer de les convaincre et de donner les bons arguments et en fait, il faut pas forcer, il faut, tu vois, avec MSI, ça s'est pas fait du jour au lendemain, pour aller sur Ares, ça a pris un peu de temps et en fait, il faut savoir des fois leur distiller quelques informations. Tu vois, par exemple, j'en sais rien, tu vois les chiffres d'un UFC Paris en termes d'audience, tu peux voir le trafic que ça a généré sur Instagram ou, le nombre d'articles et petit à petit, en fait, tu leur apportes des données en leur Et disant: «Mais regardez, en fait, tel chiffre, comprenez, en fait, l'intérêt qui est derrière» et c'est presque un travail d'éducation où tu te dis, bah, petit à petit, ils vont y venir, en fait et on a la chance d'avoir, les États-Unis, excuse-moi, qui ont ouvert la voie, avec l'UFC et ce marché-là et en fait, ça te permet de montrer des choses, tu vois, qui ont été faites et de dire: «Mais regardez, en fait, ça fait complètement sens, d'y aller». mmh et je pense qu'en plus dans une agence, artistique, tu es un peu aux premières loges de ces changements-là puisque c'est toi qui va sentir les marques d'une certaine manière. Bon, alors j'aurais pas cette prétention-là, mais en tout cas, moi, c'est vraiment Tu vas c'est recueillir le besoin. en fait, des fois, je peux voir, par exemple, tu vois, une fois, on a fait, un contenu, pour une boisson énergisante. Il nous fallait, des acteurs pour un contenu scripté pour une publicité, et ils voulaient quelque chose de dynamique, de rapide et donc j'ai dit: «Ah bah tiens, ce serait sympa de voir quelqu'un qui fait, du running, une autre personne qui fait du jiu-jitsu brésilien» et en fait, de facto, tous les acteurs que j'avais en tête étaient des acteurs du monde du MMA, où je les ai tous amenés dans le alors, certains m'ont fait des faveurs parce qu'ils me connaissaient, ils sont venus, pas trop cher, d'autres sont venus juste parce qu'ils aimaient ça, et que ça faisait sens. Mais en gros, j'ai réussi à convaincre la marque à dire: «Bah, venez, on les prend, regardez, ils ont de la visibilité, ils sont, athlétiques, donc on peut s'en servir et tu feras un beau contenu, grâce à eux» et en fait, des fois, c'est des opportunités qui font que tu te dis: «Tiens, je vais me saisir de telle commande pour essayer de créer tel pont entre ce sport-là et la marque». Je comprends. On arrive bientôt à la fin de cet épisode. Je me demandais si, à l'inverse, il y avait des athlètes, des combattants qui ne souhaitaient pas justement, dans l'autre sens, ne pas associés à telle ou telle marque, ou eux, ils ne voulaient pas faire le pas? Ouais, bien sûr. Il y a des combattants, qui sont pas forcément intéressés par l'univers d'une marque. Il y en a, ils diront, «Ça ne me parle pas, j'ai pas envie d'y aller, je suis pas à l'aise avec ça» et je suis persuadé que si tu veux bien faire les choses pour le contenu en fait, ça va être suffisamment compliqué d'avoir, entre guillemets «une idée» et de la produire et de la concrétiser, qu'il faut qu'en fait la marque elle a envie de la faire et il faut que la personne qui va être impliquée ait aussi envie de la faire. Si un des 2 acteurs qui a pas vraiment envie ou qui est pas convaincu, ça risque de capoter à un moment donné et de se voir finalement dans ce que tu vas rendre, derrière. Donc en général, je le fais que si les gens ont vraiment envie de le faire et que je sens qu'on est tous impliqués dans le projet. Parce que s'ils y croient pas, ça va sonner faux et ça va se voir. Et oui, parce que toi, tu as un rôle d'entremetteur entre les 2. Non, pas nécessairement. De faire le pont, oui, de faire Ouais. le lien entre les 2 et de voir si après, grâce à la réunion des 2 le projet se fait effectivement, tu vois? Mais, en fait, le problème, c'est que comme ça reste encore, novateur, j'essaye de le faire avec conscience dans le fait de se dire: «Si la marque me fait confiance, il faut que je leur rende de sorte à ce qu'eux soient contents». Je peux pas, me dire: «Venez, on va dans le monde du MMA» et que derrière ils se disent: «Ah ça on n'y va plus jamais, on veut pas, on» donc c'est pour ça que, bah, les profils qu'on va avoir, j'essaie de me dire, «Ce sera intéressant de le faire avec telle personne» et de voir si la personne effectivement, elle l'est intéressée pour faire le projet ou non, tu vois? Je comprends. Tony, on arrive à la fin de cet épisode. Si on veut te suivre, toi et l'agence, on peut te retrouver où? Bah, sur Instagram, 14 Agency pour voir, tout le travail qui est fait ou sur LinkedIn et c'est là qu'on poste en général, notre travail pour que les gens puissent le voir. Merci beaucoup, Tony. Bah, écoute, merci à toi pour l'invitation, c'était un plaisir. Merci à toi pour ton écoute. J'espère que ça t'a plu. Et si c'est le cas, je t'invite à mettre 5 étoiles à ce podcast, à le partager avec un ami, un collègue ou quelqu'un de ta famille. Et je te dis à la prochaine pour un nouvel épisode.